je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Je suis très honorée de participer à ce débat. Et ce que je voudrais présenter, moi, de mon côté, c'est en fait comment le droit de l'environnement a un lien avec ces questions de santé et comment le droit de l'environnement s'est finalement approprié cette question du One Health et par quel biais il est entré dans le débat en fait du One Health. Alors j'essaie de passer la diapo, voilà, pardon. Euh, je reprends finalement quelque chose que Serge a présenté préalablement. Donc en fait, cette réflexion qu'on a eue, on voyait bien une distinction très forte entre la réglementation, enfin les guides éthiques et la réglementation qui concernait la santé. La santé humaine, la santé animale et la santé de la faune sauvage. Alors, les règles éthiques sont nationales ou n'existent pas, comme l'a mentionné Serge en ce qui concerne les protocoles éthiques pour les rongeurs, c'est-à-dire qu'on peut se trouver face à un vide total, on ne sait pas comment s'y prendre, même si on veut faire quelque chose qui corresponde à des protocoles éthiques. Et pour ce qui concerne le droit, finalement, alors la santé humaine est régie par des tas de réglementations et notamment en droit international, le règlement sanitaire international. Pour la santé animale, il y a l'Organisation internationale des épizooties, donc qui est une organisation internationale sur la santé animale. Mais la faune sauvage, elle, est en fait régulée par des accords internationaux environnementaux, notamment la Convention sur la biodiversité, la Convention sur le commerce des espèces en danger ou encore la Convention sur les espèces migratrices. Donc, à partir de là, la question, c'est de savoir, en santé animale, finalement, il semblerait qu'il y ait des pratiques distinctes et au sein même du secteur de la santé animale. Et pour illustrer cela, il y a l'histoire qui s'est passée. Le One Health, on dit que le One Health naît du zoo du Bronx, qui est en fait un zoo géré par la Société de conservation de la faune sauvage. Et le zoo du Bronx, en 1999, a connu, en fait, la vétérinaire en chef a observé la mort en masse de corbeaux et d'autres oiseaux qui étaient résidents au zoo du Bronx et a entendu concomitamment que des personnes étaient malades d'une maladie non identifiée qui avait occasionné des décès et elle a contacté le centre, les Center for Disease Control, donc aux États-Unis, qui ont dit non mais écoutez, nous on est responsable de la santé humaine, donc on ne peut pas s'occuper de ce qui concerne les animaux du zoo, on ne peut pas discuter de ça. Et ensuite on lui a dit contactez donc les services vétérinaires de l'équivalent du ministère de l'Agriculture. Et finalement c'est l'armée américaine qui a décelé un virus qui était le virus du Nil occidental qui n'apparaissait pas jusqu'à présent aux États-Unis. Donc ça c'est pour montrer que le fait de contacter, en fait, pour une vétérinaire, de contacter des services de santé humaine, c'était pas quelque chose qui se faisait, c'était pas une pratique commune, au point que la discussion n'était pas possible au départ. Alors, je tiens à mentionner une résolution qui a associé en fait une association de médecine de la faune sauvage et une association de médecine vétérinaire, un symposium qui a été organisé par ces deux groupes scientifiques qui travaillent finalement dans le secteur de la santé animale, mais les uns sur les animaux d'élevage et les autres sur la conservation de la faune sauvage, et qui se sont unis pour dire il faut que il faut souligner l'importance des sciences de la santé animale dans le montage et le développement de projets liés à l'élevage et à la faune sauvage, et voir ces interactions entre élevage et faune sauvage. Et ils ont aussi souligné l'intérêt de regarder ce qui concernait la sécurité alimentaire, ce qui concernait le mode de gouvernance, ce qui concernait les modèles économiques. Donc ça, c'était vraiment un symposium qui s'est présenté avant ce qui a constitué l'apparition réelle du One Health, qui s'appelait au départ
One World, One Health, donc un monde, une santé. Il y avait même une marque déposée d'ailleurs. Et ce sont les principes de Manhattan de 2004 qui posent finalement ce principe de One Health. C'était à l'occasion d'un symposium sur la circulation des maladies entre humains, animaux d'élevage et faune sauvage. Et l'idée, c'est de considérer ensemble les liens entre la santé humaine, la santé animale et l'environnement, la santé de l'environnement. Et l'idée d'une approche holistique qui soit prospective et qui intègre finalement, qui prenne en compte toutes ces relations complexes entre espèces, ces relations écologiques et qui pose une question d'échelle. Et on doit noter que, outre les représentants nationaux, les représentants des organisations internationales qui étaient là, il y avait l'OMS, la FAO, les Center for Disease Control américains, mais pour l'Union internationale de conservation de la nature, il y avait la Commission de droit de l'environnement. Et là, c'est intéressant de mentionner que pour quelque chose qui concerne la santé, on convoque finalement une commission qui est en droit de l'environnement et qui peut appeler à participer à des débats sur la santé, ou en tout cas qu'il n'était pas jusqu'à présent. Donc, la question qui va se poser, c'est quelles initiatives internationales en environnement et développement vont avoir un impact aussi sur la santé. Et finalement, ce qui est quand même une date très importante, c'est la prise en compte internationale des relations entre biodiversité et santé à l'occasion du millénaire et à l'occasion du Millennium Ecosystem Assessment, qui avait pour but d'évaluer les conséquences du changement écosystémique sur le bien-être humain et de faire aussi une évaluation de l'état des écosystèmes sur la planète et d'établir la base scientifique pour mettre en œuvre des actions qui soient nécessaires à l'amélioration de la conservation et de l'utilisation durable des systèmes et aussi de contribuer au bien-être humain. Bien-être humain, c'est une des définitions de la santé qui est donnée dans la constitution de l'OMS de 1947. Donc, ce bien-être humain, c'est aussi une des définitions de la santé, puisqu'on a dit quelle santé au départ, et ça, c'est une vraie question. Le bien-être humain est faisant partie des définitions de la santé. Donc, cette initiative internationale a associé plus de 1000 scientifiques qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble et qui ont dû se poser la question de qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde des questions d'environnement et de santé et si on les regarde ensemble. Et il me semble que cette initiative a été vraiment un déclencheur au moins au niveau international, puisque les chercheurs travaillaient sur ces questions, mais d'une prise de conscience d'abord d'une évaluation au niveau planétaire, d'avoir une base scientifique pour savoir quel était l'état de la planète à ce moment-là, et puis pour avoir une réflexion qui soit plus comment dire, holistique et plus commune sur l'état de la planète et quoi en faire. Alors, le droit de l'environnement, c'est une branche du droit qui est relativement récente, ce qui pose des questions en termes d'épistémologie, puisqu'il n'y a pas d'épistémologie particulière du droit de l'environnement qui se distingue du droit. Il me semble que ça, c'est une question qu'on devra aborder parce que je crois qu'il faut se poser des questions au niveau de l'épistémologie, du fait même que l'objet du droit de l'environnement est l'environnement et que c'est un objet dynamique et qui doit être intégré comme tel dans le droit, ce qui pose une question aussi d'adaptabilité du droit, d'adaptation du droit. On pourra en dire autant de la santé, donc c'est un objet mouvant. Et ici, ce que j'ai représenté, qu'on voit peut-être pas très bien, c'était les initiatives internationales principales qui ont en fait irrigué aussi, ce sont des textes de développement, mais qui sont aussi des éléments fondateurs du droit de l'environnement, comme la conférence de Stockholm sur l'environnement humain en 1972, puis ensuite la conférence de Rio sur environnement et développement, qui a donné lieu à plusieurs accords internationaux environnementaux, comme la Convention sur la biodiversité et d'autres accords, comme la Convention sur le climat. Donc, on le voit dans la chronologie.
Il y a ensuite le Millennium Ecosystem Assessment, et là se développe un certain nombre d'initiatives internationales, et notamment les objectifs du millénaire, qui sont ensuite les objectifs de développement durable dont nous allons parler. Mais ce que je mentionne là en droit de l'environnement, c'est qu'il y a le droit international de l'environnement. Donc là, c'est ce qui est montré sur la partie droit international, mais il y a aussi, et c'est cette question d'échelle qui va se poser lorsqu'on parle de droit de l'environnement, comment ce droit se traduit au niveau régional, quelles sont les instances qui décident au niveau régional, et ça, c'est pas tout à fait établi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'initiatives régionales, en fait, qui sont le fait d'organisations internationales onusiennes notamment, et puis le niveau national, ici c'est la carte de la Thaïlande que l'on voit sur le côté, et puis ensuite au niveau très local, comme Serge l'a mentionné, il y a des choses qui se passent au niveau écologique qui sont très locales, et là il faut voir comment le droit peut interagir avec ces questions écologiques. Ce qui pose un problème en fait, c'est que l'échelle administrative ne coïncide pas avec l'échelle d'observation écologique nécessairement, c'est même très rare. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment faire pour avoir un droit qui soit adapté à la situation des écosystèmes locaux qu'on est en train d'observer, et comment faire pour avoir une règle qui soit locale et puis qui soit finalement aussi respectueuse du droit national. Donc, droit international et coopération internationale, je l'ai dit, ces objectifs de développement durable qui datent de 2015 sont aussi des éléments de droit international de l'environnement qui vont permettre de voir si le droit de l'environnement est bien mis en œuvre. Il y a l'objectif 3 qui est un objectif de santé et bien-être, et pour ce qui concerne plus particulièrement le droit de la biodiversité, il y a les objectifs 14 et 15 qui sont vie aquatique et vie terrestre, donc protection de la vie aquatique et vie terrestre. Et ce qui en fait du droit, finalement, c'est les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies. Ici, l'avenir que nous voulons, reste à savoir comment on le traduit, cet avenir que nous voulons, et qui propose en fait une approche intégrée. Donc cette approche intégrée, elle répond un petit peu à la question d'une approche holistique en ce qui concerne la santé, et l'idée, c'est de répondre à l'interdépendance des défis, d'avoir à la fois un haut degré de cohérence des politiques au niveau mondial, régional, national et local, mais de laisser suffisamment d'espace d'élaboration des politiques nationales. Alors, par exemple, la Convention sur la biodiversité, c'est un texte assez général, et son application est laissée aux États nationaux, et les textes sont développés par les États en fonction aussi des contextes locaux et des systèmes juridiques. Donc ça pose aussi la question de unicité ou pluralité aussi, parce qu'il y a pluralité de systèmes juridiques. Ensuite, comment la santé est prise en compte au niveau international, et par quoi, par quel texte? Il faut l'évoquer parce que justement, on peut se demander comment il a été mis en œuvre, ou s'il a été clairement mis en œuvre pendant la pandémie. Il y a ce règlement sanitaire international, donc qui a été renouvelé en 2005, qui a force obligatoire pour l'ensemble des États membres de l'OMS, qui donne un cadre de gouvernance globale et intégrée pour assurer la sécurité sanitaire mondiale. Donc là, effectivement, on peut se poser des questions de ce qui s'est passé là pendant la pandémie. Et l'idée, c'est de prévenir la propagation internationale des maladies, s'en protéger, la maîtriser, réagir par une action de santé publique proportionnée, limitée aux risques qu'elle présente pour la santé publique, et chose qui est intéressante à mentionner, en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux. Alors là aussi, on peut discuter de ce que ça signifie en pratique. Et ce règlement sanitaire international, donc, il dit aussi que l'OMS doit coopérer avec d'autres organisations intergouvernementales, et là, nous venons vraiment sur le terrain du One Health, et notamment la FAO, donc l'organisation pour l'alimentation, en fait, et l'agriculture, et l'Organisation internationale de santé animale. Et pour une vraie mise en œuvre de ce règlement sanitaire, l'idée, c'est de développer un système d'alerte précoce pour
une réaction rapide à la fois pour les maladies animales transmissibles à l'homme et que ce soit donc coordonner les mécanismes d'alerte pour les maladies zoonotiques dont on a parlé et avoir des informations sur les foyers de maladies animales et humaines et partager les analyses épidémiologiques. Donc ça date quand même de 2006. C'est intéressant à mentionner. Puis, ces trois organisations dont nous avons parlé, donc OMS, FAO, OIE, ont décidé de créer un autre système de coordination pour améliorer les efforts au niveau mondial, régional, national et local, et notamment coordonner une approche une seule santé, donc One Health, pour lutter contre les zoonoses et d'autres problèmes communs de santé à l'interface homme-animal-environnement. Et l'idée, c'est améliorer la collaboration, la communication, la coordination. Donc tout ça existait. Tous ces instruments existaient, puis ils sont assez anciens, si on peut dire, on voit 2010. Donc on peut se poser la question de comment ils ont été activés ou pourquoi ils n'ont pas été activés pendant la pandémie. Et maintenant, en fait, l'émergence des questions de santé en droit de l'environnement, il me semble que c'est ça le point crucial, c'est on voit des indices dans ces documents stratégiques d'organisation internationale que je viens de présenter et qui sont traduits finalement dans les documents, dans les décisions des conférences des parties, donc qui sont les organes décisionnels des conventions internationales environnementales. Ici, l'exemple, c'est celui de la Convention sur les espèces migratrices qui dit, donc dans une décision de 2011, reconnaissant que l'initiative One Health gagne de plus en plus de terrain comme moyen interdisciplinaire pour traiter les maladies infectieuses urgentes, que ce concept a été soutenu par plusieurs organisations internationales. Donc là, dès 2011, il y a une reconnaissance en fait de l'intérêt du One Health en droit de l'environnement. Alors, je présente rapidement, mais j'ai voulu faire de la fouille de texte de toutes les décisions, notamment de la Convention sur la biodiversité, la Convention sur les espèces migratrices et la Convention sur le commerce international des espèces en danger, pour voir en fait comment émerger les questions de santé dans ces conventions au fur et à mesure des décisions des conférences des parties, mais en les associant à des événements internationaux comme notamment le Millennium Ecosystem Assessment. Donc, les ronds que vous voyez, le rouge, c'est pour indiquer de COP, en fait. Le rouge, c'est donc la Convention sur la biodiversité. Et l'idée, c'est de voir que la santé émerge au travers de l'approche écosystémique, d'abord. Ensuite, de la gestion adaptative. Ensuite, de la santé des écosystèmes et du bien-être. Donc, le bien-être qu'on voit apparaître avec le Millennium Ecosystem Assessment. Mais ensuite, c'est activé aussi par la création, la constitution en droit de l'environnement de groupes de liaison entre différentes conventions internationales. Que ce soit les conventions de Rio, donc la convention sur le changement climatique, la convention sur la désertification, la convention sur la biodiversité, ou différentes conventions sur la biodiversité, celles qui sont fouillées là, la CMS, la CITES et la convention sur la biodiversité. Et peu à peu, on voit émerger santé humaine, et après la publication du Millennium Ecosystem Assessment, de la synthèse santé, on voit émerger les maladies de la faune sauvage. Donc ça, c'est vraiment en lien avec l'émergence de la grippe aviaire et avec la constitution de groupes de travail sur la santé des écosystèmes. On voit apparaître petit à petit le concept de One Health dès 2008 dans un certain nombre de ces conventions. Donc, on a étudié le passage d'une convention à l'autre, ça, je vous en fais grâce. Mais l'idée, c'est quand même de voir que ce One Health, il est promu, et on le dit peu finalement, par le droit de l'environnement, par des conventions internationales, et qu'il est, il est promu et on souhaite l'appliquer par le biais du droit de l'environnement. Là, je vous montre quelque chose qu'on a étudié. Alors, c'est pas exhaustif hein, au niveau des organisations, mais c'était pour montrer quelles organisations ont poussé quelles thématiques, le H étant santé humaine, E santé environnementale, et on voit petit à petit, ce qui est intéressant pour santé animale,
on voit petit à petit qu'il y a de plus en plus d'organisations qui s'intègrent. Et finalement, à la fin, vers 2014, on a toutes ces organisations qui poussent chacune vers la consécration de l'approche One Health. Et ces organisations, c'est l'OMS, l'UNESCO, la FAO et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et pourtant, dans ces stratégies que nous avons présentées, jusqu'à présent, on avait FAO, OMS, OIE, mais ne figurait pas le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui pourtant chapeaute en fait toutes ces conventions internationales environnementales et qui doit en favoriser la mise en œuvre. Donc c'est une absence qui mérite d'être soulignée, parce que comment est-ce qu'on peut faire pour parler de santé de l'environnement si, en fait, la principale organisation onusienne ne fait pas partie du débat? Et ça, c'est une vraie question. Et je voulais vous montrer quelque chose, parce qu'il me semble que dans une réflexion sur santé et environnement, on a essayé de faire, avec le collègue avec qui j'ai travaillé sur le One Health, on a essayé de faire une micro-ontologie pour voir les termes qui étaient utilisés dans ces différentes conventions. Et on voit qu'il y a des termes qui sont associés à la santé et qui communiquent peu avec les termes qui sont associés avec les maladies. Qui dit maladie dit risque, dit prévention, dit protection. Qui dit santé dit plutôt environnement, santé des écosystèmes, santé humaine, santé animale, mais pas dans un sens de prévention, de protection. Donc là, on voit en fait, c'est la traduction de qui participe en fait à ces conférences des parties, qui pousse derrière et quelles sont les organisations. Et peut-être que là, il y aurait quelque chose à faire pour essayer de parler des mêmes choses finalement entre ces différentes institutions. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant a été constitué un conseil d'experts de haut niveau, une seule santé, donc One Health, et on voit apparaître la FAO, l'OIE, l'OMS, mais aussi le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et ce conseil d'experts a pour objectif de regrouper, diffuser et donner plus de visibilité à des informations scientifiques fiables sur lien entre santé humaine, animale et environnementale. Et l'idée, c'est aussi d'éclairer les citoyens et de répondre aux futures crises sanitaires. Donc, ce conseil d'experts a été annoncé en novembre 2020 pendant le sommet de la paix. Il y a 26 experts indépendants qui sont sélectionnés par les 4 organisations internationales. Nous avons un expert qui est parmi nous, qui est Serge Morin, qui est le seul Français expert là. Donc, je tenais à le souligner parce que je ne l'ai pas le dire lui. Et quelles sont les leçons finalement de la pandémie? Alors, d'un point de vue biodiversité, les perspectives mondiales de la diversité biologique, donc c'est un état des lieux de la biodiversité qui est paru en 2020. L'idée, c'est vraiment maintenant de transition à l'action, un monde, une santé. Donc, transition à l'action One Health qui intègre la biodiversité, gérer les écosystèmes. Cette idée, c'est prendre en compte ces liens entre santé humaine, santé animale et voir quels sont les facteurs communs de perte de biodiversité. Donc, une des façons de prévenir la pandémie, c'est quand même d'examiner ces facteurs de perte de biodiversité et de risque de maladie et de mauvaise santé. L'autre partie des leçons qui sont plus santé, c'est un rapport qui a été publié, qui est sorti en mai, si je ne mens pas, un rapport indépendant sur la gestion de crise Covid, agissons pour que cette pandémie soit la dernière, et qui fait état notamment du fait que la plupart des nouveaux agents pathogènes sont d'origine zoonotique. Et l'idée, c'est les systèmes de surveillance doivent surveiller des infrastructures en plein essor. Et en même temps, ce rapport a souligné qu'il y avait un décalage certain entre la décision juridique et l'évolution des pathogènes ou la propagation des pathogènes. Et ce décalage est tel que
effectivement, entre la décision, en fait, entre le constat de ce qui circule et la prise de décision, il y a quelque chose à faire, et il y a peut-être quelque chose à faire en termes de prévention, mais c'est-à-dire de prévention commune et holistique en regardant la santé animale. Et puis, on peut noter quand même que la secrétaire exécutive de la Convention sur la biodiversité a noté qu'il fallait que dans les plans de développement, la sauvegarde de l'environnement soit une priorité et qu'une des façons de mettre ça en œuvre, c'était de mettre en œuvre l'approche One Health. Alors là, on a deux grandes réunions de droit de l'environnement en 2021 qui ont été décalées en fait du fait de la pandémie. On a la COP26 sur le climat, sur le changement climatique, qui elle fait état aussi, qui prévoit de regarder la sauvegarde des habitats naturels et la protection des communautés. Donc ça sera à l'ordre du jour de la COP26 et notamment protéger et restaurer les écosystèmes, qui est l'objectif de la décennie pour les Nations Unies, et qui est aussi de mettre en place des systèmes d'alerte qui sont un peu plus efficaces et qui mettent aussi en jeu l'agriculture, les infrastructures, etc., qui permettent d'observer au-delà de la santé des questions qui sont plus environnementales et en lien avec la question du changement climatique. Et ça tombe à point nommé, et ça va être très très important à regarder. On est pour la prochaine COP sur la biodiversité, donc qui a lieu en octobre 2021, sur la redéfinition du cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020. En fait, sont définis pour des périodes de 10 ans des stratégies pour protéger la biodiversité, et ça fait au moins deux stratégies dont on dit qu'elles ont échoué pour protéger la biodiversité, mais il est rare qu'entre l'élaboration du cadre de ces stratégies au niveau international, le temps de mise en œuvre au niveau national et d'adoption de plans nationaux de biodiversité, en fait, on court d'une stratégie à l'autre, mais on tire jamais les leçons des stratégies qui ont été adoptées. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est quand même de voir ces stratégies, même si c'est tenté, mais on pourrait sans doute améliorer ça, la coordination de ces stratégies avec les objectifs de développement et aussi avec ce qui a été donc appelé les objectifs d'Aichi, qui étaient les objectifs de protection de la biodiversité, dont on a vu qu'ils n'avaient pas été réalisés. Donc ça, c'est aussi une question qui va avoir un impact sur la santé, et c'est peut-être comme ça qu'on pourrait proposer de le regarder, c'est-à-dire de voir plutôt du côté de l'environnement. Alors, qu'est-ce que ça serait des mises en œuvre d'actions One Health du point de vue du droit? Parce que finalement, là, on a beaucoup parlé de texte. Alors, le droit, c'est du texte, mais c'est aussi du terrain. Et pour moi, c'est important. Serge a souligné l'importance du terrain pour l'écologie. Je crois que le terrain est important pour les juristes pour se poser les questions de quels sont mais qu'est-ce qu'on observe en écologie et qu'est-ce qu'on doit intégrer dans les textes? C'est plutôt c'est du terrain et c'est des observations scientifiques qu'on doit tirer des textes qui soient efficaces, sinon ils sont complètement déconnectés en fait de la réalité du fonctionnement des environnements et de l'environnement et des écosystèmes. Donc ici, je souligne une initiative de la FAO qui, pour moi, est un exemple de mise en œuvre pour les États. L'idée, c'est de développer une méthodologie d'analyse de la législation qui est existante dans chacun des pays sur la résistance aux antimicrobiens. Donc là, c'est le secteur de l'alimentation et de l'agriculture, puisque ce sont les secteurs d'action de la FAO. Mais au-delà de ça, ce qu'on peut dire, c'est que l'intérêt, c'est que ces textes législatifs, c'est eux qui développent les moyens de contrôle, qui font les liens entre les différents secteurs d'activité, donc entre les différents ministères ou les différents services, si on parle au niveau plus local. Et
là, l'idée, c'est de proposer aux juristes nationaux, même ceux qui ont peu de moyens pour mettre en œuvre, une réglementation efficace. Le problème du droit, c'est quand même sa mise en œuvre, c'est de voir ce qui est existant, de voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans la législation, et c'est de faire ça sur le terrain avec des juristes, mais aussi en prenant en compte les observations qui ont été faites sur le fonctionnement du système, du système de sécurité alimentaire ou du système agricole. Donc c'est en relation avec les acteurs que la législation est observée et qu'ensuite elle est améliorée. Ça, c'est ce que propose la FAO et il me semble que ça, c'est une des pistes qui peut être observée pour favoriser une mise en œuvre des actions One Health. Et puis une autre chose, c'est aussi la formation, le développement de formation. Alors, je présente à la place de Serge un projet qui est en fait un projet financé par le ministère des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères, qui vient d'être lancé, qui s'appelle One Health et en pratique en Asie du Sud-Est. Et là, l'idée, c'est de coordonner les initiatives One Health, leur apporter un soutien technique et financier, de faire un rapport sur zoonose, biodiversité, environnement, mais surtout de former à l'interdisciplinarité et à l'intersectorialité en pratique et de faire intervenir différentes personnes pour avoir ce dialogue aussi et cette construction ensemble, parce que la partie itérative ou l'importance de l'échange avec les étudiants, avec les différents partenaires sur le terrain, me semble aussi très, très importante en ce qui concerne le développement ou la transformation de ce qui serait du droit de l'environnement, que ce soit au niveau international, si on peut le souhaiter, mais aussi au niveau local. Et peut-être que le niveau local ou national peut donner des exemples de bonnes réalisations pour le niveau international. On peut souligner, oui, donc, que la secrétaire exécutive de la Convention sur la biodiversité a mentionné très récemment l'importance de la santé communautaire et l'importance d'avoir une approche pluridisciplinaire, mais surtout de cette santé communautaire sans laquelle, en fait, la santé publique n'est pas réellement mise en œuvre et c'est peut-être une perspective qu'on pourrait examiner en ce qui concerne le droit et comment en fait, activer ce qui serait une santé plus communautaire qui prenne en compte les réalités locales, que ce soit, enfin, où que ce soit d'ailleurs, et des éléments de contexte. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'ai été un peu rapide à l'inverse de Serge. Merci bien. C'est vraiment parfait. Alors, c'est parfait, merci beaucoup. Car je dis, c'était très, très intéressant et très complet, avec effectivement cette prise de conscience qu'on doit tout savoir de la complexité du droit, parce que le droit agit à des échelles qui sont très différentes. Hein, c'est aussi, et vous l'avez rappelé, il y a aussi au sein de la sphère juridique une forte pluralité, avec des textes nationaux, des textes internationaux, des conflits d'interprétation sur les textes internationaux, sur leur traduction ensuite nationale, etc. Donc, merci de nous avoir éclairé et donné des repères sur tout ça, et notamment comment ce concept de One Health a pu émerger, a évolué, et finalement est devenu aujourd'hui quelque chose d'adopté, j'ai l'impression, par l'ensemble des organisations internationales, avec des difficultés par contre à appliquer ces principes, à les rendre concrets au niveau des États ou au niveau des régions. Et on ne peut pas vraiment dire que la crise pandémique que nous venons de vivre, que nous vivons, nous rassure là-dessus, puisque il semble que l'approche One Health n'ait pas vraiment été adoptée. En tout cas, on n'a pas vu véritablement d'illustration pratique. Mais ça a été un accélérateur de la prise de conscience de la nécessité d'une traduction concrète de ces approches One Health, pour l'instant, qui restent à des échelles de déclaration au niveau international.
il y a peut-être deux questions, enfin une première question, mais avant de passer à la troisième intervention qui va concerner à la fois l'intervention de Serge Morand et puis la vôtre, Claire Lajonie. C'est quelque chose que vous avez effleuré, mais qui me semble important de peut-être de préciser. C'est précisément la place du changement climatique. Là, on a surtout parlé du lien entre biodiversité ou perte de biodiversité et développement des maladies infectieuses ou les pandémies, ou plus globalement problèmes de santé. Et il y a quand même la question aussi importante du changement climatique qui ne se réduit pas, me semble-t-il, à la perte de biodiversité. Donc, est-ce que peut-être ici un mot sur des recherches sur cet aspect de la crise écologique qui est concomitante à celle de la biodiversité, mais pas seulement. Alors, peut-être Didier Sicard a allumé son micro, mais son micro, peut-être veut-il prendre la parole ou poser une question. Je vais le faire pour ne pas être en D'accord. retard. Okay. Simplement dire que sur le changement climatique, vous avez parfaitement raison, en particulier le passage des moustiques qui passent des pays tropicaux, équatoriaux, et qui apportent leur virus, est une question extrêmement nouvelle qui apparaît dans le champ de la santé. On ne pouvait pas imaginer que des épidémies de dengue pourraient arriver en Provence au XXIe siècle. Donc, je crois que c'est une vraie question. Merci. Peut-être un mot là-dessus, Serge Morand ou Claire Lajonie? Oui, là, je vais peut-être avant Claire, parce qu'elle va pouvoir répondre pour les aspects justement un peu dans les conventions, dans les textes. Il faut voir que le changement climatique est toujours mentionné dans beaucoup de textes concernant le One Health, mais par contre, le côté pratique est beaucoup plus faible. C'est peut-être parce que finalement, on a encore une pratique du One Health qui est encore trop centrée sur sécurité et biosurveillance, et donc l'anticipation est encore faible. Par contre, on sait très bien, avec les travaux notamment du Lancet et du Lancet Countdown, qu'est-ce qui se passe en ce moment, quoi. C'est-à-dire que ça a été très clair que, et ça avait été fait dans un des papiers du Lancet Countdown, c'est 25 années d'inaction, quoi. C'est-à-dire que finalement, on avait augmenté, alors pas que simplement par les changements d'aire de répartition des espèces, hein, notamment des espèces vecteurs, mais il y a réellement une augmentation de pas mal d'épidémies, de toute la dengue augmente de façon généralisée un peu partout, pas que, hein, le scrub typhus, tout un ensemble, et finalement on a encore très très peu de travaux qui est capable de comprendre et d'essayer de faire ça. Alors juste pour mémoire, il y a 2 ans, on avait essayé de monter avec l'ANR et française et avec les agences européennes, avec l'Organisation mondiale de la météorologie, quelque chose qui était sur le développement de services, il y a 3 ans de ça, développement de services climatiques pour la santé. Le projet a été bien évalué, mais finalement, il n'y avait pas d'argent. La Commission européenne ne l'a pas financé, quoi. Et je pense que ça montre bien aussi que ce n'est pas non plus finalement par la Commission européenne, c'est-à-dire pas par les évaluateurs scientifiques, hein, par la Commission européenne, c'était pas mis à l'agenda top. Alors, on a une question précisément sur ça parmi les participants, effectivement, qui rejoint un petit peu votre constat sur les priorités de recherche, finalement, vers quoi devons-nous aller en termes de recherche. Et bon, ce qui a été soulevé dans la question, c'est le refus de la part de l'ANR de financer des recherches sur les coronavirus. On en a beaucoup parlé. Alors, est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce qu'il faut le relativiser? Il faut le relativiser aussi, quoi. C'est-à-dire, il faut savoir que c'est pas l'ANR qui refuse, ce sont les collègues qui refusent. C'est-à-dire que finalement, c'est nous-mêmes qui refusons les projets des autres. Donc, c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est-à-dire pourquoi finalement, il faut plutôt se poser la question, pourquoi finalement des recherches qui étaient très fondamentales sur des coronavirus, alors plutôt sur des petits cas, n'ont pas pensé pour nos collègues, pour nous-mêmes, étant relativement fondamentales et dignes d'intérêt d'être financées par rapport à d'autres recherches. Chaque fois, je mets toujours un peu le là aussi, à dire, au lieu toujours de reporter sur le côté les institutions, le système qui était en mauvais, quoi. Le système tourne parce que nous le faisons tourner.
tout à fait. Tout à fait. Ouais, merci de le souligner. Bien qu'il y ait, voilà, qu'il y ait aussi des orientations hein, qui soient décidées, notamment au niveau de l'ANR par le ministère, hein, sur les programmes à financer, en tout cas des grandes thématiques. Mais effectivement, vous avez raison de souligner que ensuite, c'est quand même entre pairs, PAIR, que se passent les sélections, les évaluations. Alors, de façon concomitante à cette question, et peut-être ça va faire écho à ce que vous venez de dire aussi sur le fait que l'approche One Health soit encore beaucoup orientée sécurité et biosurveillance, hein, plutôt que de prévention ou santé globale actuellement au niveau international. Une question sur le statut des vétérinaires qui sont aujourd'hui associés à la répression des fraudes plutôt qu'aux ARS, et que leur statut soit un statut de profession de service et non de profession de santé. Voilà, donc une question très précise sur finalement, mais qui aussi illustre la difficulté sur le terrain à penser des transversalités. Et l'intervention de Claire Lajonie nous a rappelé que l'une des impulsions du mouvement One Health est cet événement au zoo du Bronx précisément, où il y a eu une difficulté de communication entre les services de santé et les services vétérinaires. Peut-être, je ne sais pas, Claire Lajonie ou Serge Morand, une réaction sur ça. Est-ce que ça bouge du côté des vétérinaires ou pas Claire? Vas-y, vas-y. Moi, je peux dire oui, énormément. Je trouve qu'en ce moment, il se passe vraiment quelque chose. Ça, c'est très clair. Au niveau international, comme l'a montré Claire avec son analyse, alors qui était déjà en gestation, mais qui finalement se reprend. Au niveau français, je trouve que c'est aussi remarquable. Alors, il y avait finalement une stratégie One Health qui était mise aussi pareil en 2011 en France. Hein, ça date depuis un moment, quoi. Donc tout le monde, mais finalement là, je pense que c'est la prise de conscience. On va voir comment ça va aller, mais finalement, on le voit bien avec notamment l'ANSES, avec je dirais l'Académie vétérinaire hein, de France, avec leurs déclarations que il y a une prise de conscience des vétérinaires qui voient bien qu'ils ne sont pas simplement que des auxiliaires finalement du One Health quand une maladie est à l'interface entre humain et animal, comme par exemple la gestion de la rage pour vacciner les chiens, mais qui finalement remettent beaucoup plus la santé vétérinaire. Il y a beaucoup plus de plus en plus de vétos qui finalement regardent leur action au travers de la santé vétérinaire, donc beaucoup d'inspecteurs vétérinaires qui sont par exemple au ministère de la Transition écologique, qui sont dans d'autres ministères, et par leur formation même. Donc oui, il y a quelque chose. Oui. Oui, allez-y, monsieur Bourdoiseau. Allez-y. Dans notre profession, il y a une notion clé, et je suis enseignant à l'école de Lyon, une notion clé qui est enseignée aux étudiants et ensuite renouvelée au cours de l'activité professionnelle, c'est ce que l'on appelle la santé publique vétérinaire. C'est-à-dire toutes les connaissances, les compétences, l'expérience des vétérinaires dans le but de maîtriser les maladies animales, mais au profit de la santé humaine. Donc, dans le cadre des zoonoses. Et ça, c'est un élément absolument fondamental. Donc, les vétérinaires me semblent être des acteurs, pas majeurs, des acteurs comme d'autres, mais qui contribuent largement, ne serait-ce que dans des actions de dépistage et de traitement, dans le contrôle des zoonoses. Par conséquent, concours à la santé publique humaine. Merci pour cette information donc, sur lequel la formation prend en compte ça actuellement. Ça me permet de rebondir sur la dernière slide de Claire Lajonie et notamment souligner la pertinence de ce projet de recherche qui intègre la formation à l'interdisciplinarité et à l'intersectoralité, parce que évidemment, nous avons besoin de se former à une forme d'épistémologie de l'interdisciplinarité, là où l'épistémologie a surtout été une épistémologie des disciplines, où l'on enseigne des savoirs disciplinaires, des savoirs théoriques. Là, il y a la nécessité à la fois d'enseigner des savoirs interdisciplinaires et des savoirs qui soient plus impliqués, qui ne soient pas simplement théoriques. Donc oui, c'est intéressant de voir que dans la formation vétérinaire, cette question d'élargissement de la santé animale vers la santé publique et la santé humaine est déjà prise en compte, et qu'elle est prise en compte dans le projet soutenu par
par Claire Lajonie et Serge Morand. C'est, je pense, des bons signes d'évolution des mentalités, notamment dans les programmes. Voilà, donc une discussion s'engage sur les financements sur le chat. Je propose peut-être, et on va continuer, hein, voilà, à avancer ensemble, de donner la parole à Didier Sicard qui va peut-être nous permettre d'éclaircir aussi tous ces aspects-là. Voilà. Didier Sicard, je vous laisse la parole.